Avec vous, Charlotte Dornelas, de l'avortement. Alors, plusieurs parties, parce que déjà le Texas, on a vu qu'il devient l'un des pays les plus restrictifs en matière d'avortement. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, Alain Finkielkraut, il a créé la polémique en déclarant que le fait qu'une femme puisse avorter sans l'aval de son mari prouvait la fin du patriarcat. Que penser de cette déclaration ? C'est surtout qu'on voit... Alors d'abord, Alain Finkielkraut, c'est parfois utile de le répéter, mais en fait, pense ce qu'il veut et a le droit de l'exprimer. Parfois, on a l'impression que sur ce terrain-là, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui sont interdites. C'est vrai sur d'autres terrains, mais particulièrement sur celui-là. C'est surtout les reproches, moi, qui m'ont intéressée. On a dit deux choses. D'abord, c'est la preuve qu'il puisse dire ça, c'est la preuve que le patriarcat continue. Bon, très bien. Et la deuxième chose, c'est que certains lui ont même reproché d'imaginer remettre en cause l'avortement par ce propos. Or, il est en train de dire la preuve qu'il n'y a pas de patriarcat en place, une des preuves, il en cite d'autres, c'est qu'une femme, aujourd'hui, n'a pas besoin de l'aval de son mari pour avorter. Alors, je vais citer une personne, je vous dirai qui c'est après. La décision de l'interruption de grossesse ne devrait pas, chacun le ressent, être prise par la femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon. Je souhaite pour ma part que dans les faits, il en soit toujours ainsi. C'est Simone Veil, le 26 novembre 1974, devant l'Assemblée, quand elle présente son texte. Pourquoi est-ce que je la cite ? Parce qu'à l'époque, le débat se porte sur est-ce qu'il est possible ou non d'avorter, enfin, c'est pas est-ce qu'il est possible ou non, mais est-ce qu'on va dépénaliser ou non l'acte de l'avortement. Et depuis ce moment-là, et moi c'est ça qui m'a intéressée dans la polémique qui est née des propos d'Alain Finkielkraut, depuis ce moment-là, l'objet du débat s'est déplacé. Qu'est-ce qu'on a dit en dernier recours à Alain Finkielkraut ? C'est quand même bien la moindre des choses que la femme décide seule, sans l'avis de son mari ou de son compagnon, d'avorter, puisque ça relève de son droit, puisque c'est son corps. Elle est là, la rhétorique, la vraie réponse à Alain Finkielkraut, c'est quand même la moindre des choses. Et pourquoi j'ai cité Simone Veil ? Parce qu'elle rappelle que pour avoir un enfant, il y a un homme et une femme, et que si effectivement la femme porte l'enfant, il vient aussi de l'homme qui l'a conçu. Et en réalité, si je m'attarde un peu là-dessus, c'est parce que c'est pour comprendre l'évolution du débat et ce qui le rend impossible aujourd'hui. À l'époque, la question se porte effectivement sur qu'est-ce que l'avortement ? Qu'est-ce que l'embryon ? Est-ce qu'on peut se permettre ou pas de dépénaliser l'acte de retirer cet embryon qui est vivant en discutant sur le statut qu'il a dans la loi ? C'était évidemment interdit, ça devient dépénalisé. Aujourd'hui, le débat s'est complètement déplacé et il se fait comme un droit de la femme. Donc la question de l'embryon n'est plus posée et la question du père, évidemment, encore moins, ça ne relève que de la femme. Et la meilleure preuve de ça, ce qui heurte un petit peu l'intelligence quand même, c'est que dans les faits, avant la 12e semaine aujourd'hui dans la loi, si la femme veut garder son enfant, c'est un enfant à naître. Il est considéré comme tel, même juridiquement. S'il y a un accident, par exemple, l'enfant est considéré comme enfant à naître. Si, au même moment de la grossesse, elle a décidé d'avorter, c'est son corps. Donc on comprend qu'on le conçoit simplement dans le projet que la mère a pour lui. Mais quand je dis que ça heurte un petit peu l'intelligence, c'est que nous, on sait intellectuellement que c'est le même moment de la grossesse et c'est donc bien la même chose. Cet embryon, il est comparable dans ces deux moments. Donc est-ce qu'on peut concevoir qu'il n'existe que dans la tête de sa mère ? C'est ça comment dire ? Enfin, on comprend bien que l'embryon existe malgré la vie ou la volonté ou le projet que sa mère a sur lui. Et en fait, si je dis qu'on le sait bien de manière intuitive ou intellectuellement, c'est parce que les mots mêmes, les termes mêmes du débat trahissent cette idée que nous le savons très bien. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, comment dire, même si les contraintes qui avaient été posées au moment de la loi Veil ont été retirées les unes après les autres. Vous vous souvenez, il y avait eu le délai de réflexion qui était obligatoire. Il fallait 8 jours avant de pratiquer l'avortement. Il y avait la question de l'entretien préalable à l'avortement avec des personnes voilà, qui éclairaient, on va dire, sur la chose. À l'époque, tout ça a été voulu parce que Simone Veil répète je ne sais combien de fois devant l'Assemblée que le but en dépénalisant, c'est effectivement d'aider les femmes qui risquent beaucoup en avortant, vous le savez, de manière clandestine, mais que le but de la société est de continuer
à les encourager à ne pas avorter. Donc on a complètement changé effectivement de rapport à l'avortement lui-même et on dit par exemple que c'est un drame. Simone Veil elle-même dit c'est l'avortement, personne ne doute et la ministre de la Santé moins que quiconque que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Elle a des mots extrêmement forts. Aujourd'hui, pas une seule femme, notamment les femmes qui ont avorté, vous diront que c'est autre chose qu'un drame, autre chose qu'une décision extrêmement grave à prendre. Si on utilise ces mots-là, c'est qu'il y a bien quelque chose de particulier. On ne peut pas se dire simplement c'est une partie du corps de la femme, comme il pourrait y en avoir d'autres. Il y a beaucoup d'opérations chirurgicales qui nous retournent une partie du corps. Et d'ailleurs, on va faire un petit tour de table avec ces messieurs, d'ailleurs, pour avoir aussi leur regard dans un instant. Effectivement, Charlotte. Terminer, et puis ensuite, on va rebondir sur le Texas, puisqu'on a quand même un paradoxe. Et justement, quand je dis les mots nous trahissent, entre guillemets, c'est cette question du drame. Ça veut bien dire que c'est particulier, c'est un acte particulier. Quand il y a une clause de conscience spécifique à cet acte-là, les médecins peuvent utiliser leur clause de conscience générale. Là, il y a une clause de conscience qui est voulue spécifiquement pour cet acte. Ça veut dire qu'il est spécifique. Et il y a bien, évidemment, cette question du statut de l'embryon. Qu'est-ce que c'est ? Dans le droit français, ça n'est pas réglé, cette question. L'embryon n'est ni une personne, ni une chose. Et à l'époque, Simone Veil elle-même, et donc là je la prends avec moi, disait l'Assemblée ne m'en voudra pas d'avoir abordé longuement cette question, donc celle de l'embryon elle-même. Qu'est-ce que c'est ? Vous sentez tous que c'est là un point essentiel, sans doute le fond même du débat. Or aujourd'hui, ce débat-là n'est plus possible parce qu'on ne le considère que comme un droit de la femme, sans se poser la question de l'acte lui-même de l'avortement. Alors Mathieu, selon vous, débat politique, débat religieux ? En fait, idéologique, impossibilité du débat politique aujourd'hui. C'est-à-dire que quiconque s'approche autour de cette question, même avec prudence, précaution, sens des nuances, est immédiatement accusé de vouloir abolir ou limiter ou censurer le droit des femmes à l'avortement. Donc c'est probablement le débat le plus miné qui soit. À côté de ça, j'ai l'impression que quelquefois que le débat sur l'immigration est un débat modéré, tout à fait calme et sans passion particulière. Donc cela dit, il devrait y avoir la possibilité d'un débat éclairé sur l'encadrement, non pas la légitimité du droit, mais l'encadrement. Je donne un exemple d'outre-Atlantique. La question des avortements sexo-sélectifs. Dans certaines communautés, on voit que le fait d'avoir un enfant, un bébé féminin, c'est pas vraiment valorisé. Donc, il y a de l'avortement sexo-sélectif. Est-ce qu'on devrait encadrer, limiter l'avortement sexo-sélectif comme on le fait dans certaines communautés? Est-ce qu'il est possible de mettre un cadre? Aujourd'hui, l'idée même de mettre un cadre, aussi limité soit-il, est perçue comme une intolérable négation du droit des femmes à l'avortement. Pour ce qui est de Finkielkraut, il faut une imagination malsaine. En fait, il faut faire preuve de Finkielkrautophobie. J'invente le concept. On a noté. Pour croire qu'il a remis en question le droit à l'avortement. Il disait, voilà un exemple parmi d'autres qui témoigne de l'effondrement du vieil ordre patriarcal. Et parce qu'on se méfie de lui sur le mode du soupçon, on dit « Ha ha ha, qu'est-ce que vous cachez à travers ça ?» Mais je ne cache rien, je dis ce que je pense, dit-il. C'est un exemple parmi d'autres. Mais la volonté de lyncher symboliquement Finkielkraut est trop forte chez certains. Mathieu, j'aimerais comprendre, qu'est-ce que tout ça dit de notre société aujourd'hui, en 2021? On sent que c'est difficile d'en parler. On sent que c'est un sujet compliqué. Qu'est-ce que ça traduit de notre société aujourd'hui? J'ai l'impression que les questions qui touchaient autrefois à la morale commune, au droit naturel, ont tendance à s'abolir aujourd'hui derrière une morale strictement procédurale, c'est-à-dire, et surtout, une absolutisation du droit individuel. Bon. Et dans le cas présent, on interprète, je le redis, toute remise en question, non pas du droit à l'avortement, mais des formes qui l'encadrent, on y voit toujours la tentation d'un retour en arrière, d'un retour à l'ordre moral d'antan, d'un retour à une société où les femmes étaient aliénées, dominées, persécutées. Donc, quand on est dans cet esprit comme quoi tout droit en appelle un nouveau, eh bien, il n'y a aucun débat politique possible. Je note une chose, Charlotte disait, les limites qui encadraient le droit à l'avortement au début sont tombées. C'est toujours comme ça avec les lois sociétales. On le voit aussi avec la question de l'euthanasie en bien des pays. Oui. Ça commence avec une série de cadres, de limites, de barrières très prudentes et ça finit par tomber. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que sur les questions sociétales, manifestement, il y a une tendance lourde qui joue. Charlotte, je vous donne le dernier mot dans un instant. Dimitri, votre regard justement sur ce sujet. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre en fait le reproche adressé à Alain Finkielkraut. Qu'on l'accuse de vouloir défendre le patriarcat ou d'en être
une espèce de fossile vivant. À travers franchement, j'ai mis du temps à comprendre. Je me suis dit, je dois être bête, je ne saisis pas le reproche. Non, mais ce qui me frappe, c'est que on parlait du déclin tout à l'heure. Et ce sont des progressistes qui attaquent Alain Finkielkraut aujourd'hui. Et j'ai pas encore trouvé exactement, mais il y a une articulation intéressante entre la percée des idées progressistes, qui vont donc vers le progrès, et la poussée du sentiment de déclin. Comment on explique ça ? Et moi, je crois que ça a creusé, mais sur ce qu'a dit Charlotte, l'essentiel, c'était des deux drames. C'est vrai que l'IVG, fondamentalement, est un drame, et à chacun a sa conviction sur le statut du fœtus. Est-ce que c'est une personne ? C'est ça, en fait, fondamentalement, la question. Dernier mot, Charlotte, il nous reste 50 secondes. Si vous voulez, juste après le générique, on peut continuer à discuter, mais il nous reste 50 secondes, comme c'est son sujet, si vous permettez. Hein. Sinon, si vous voulez terminer, Marc à la place de Charlotte sur son sujet, c'est comme vous le voulez. Non, allez-y. À vous de voir. Non, mais Décidez entre vous. Peut-être pour parler de cette question du passage de la 12e à la 14e semaine, de cette volonté effectivement d'étendre ce que disait Mathieu, il y a la question de... Moi ce qui m'étonne toujours, en fait, c'est que de la dépénalisation, encore une fois, d'un acte qui était un vrai basculement, qui était le vrai basculement initialement anthropologique, on va dire, le fait de permettre cette chose-là, tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est un drame. Évidemment, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est aussi lourd d'en parler, c'est qu'il y a une souffrance immense. Et d'un drame, on a fait un droit fondamental qu'on veut toujours étendre. Mais le but d'une politique publique, notamment en termes de santé, quand il y a un drame, on cherche par tous les moyens à l'éviter et non pas à l'encourager. C'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre. Intéressant de savoir qu'il y a une manifestation, en tout cas le 25 septembre, contre l'avortement. C'est ça, hein, je crois, si j'ai bien compris. Merci en tout cas pour ces sujets. Merci à tous pour cette émission. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud. À demain.